Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être toujours plus nombreux pour assister à nos webinaires. Ça nous fait extrêmement plaisir. Je suis avec donc Frédéric Puzin. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Baptiste. Je rappelle que Frédéric est le fondateur de Quorum. Je suis également avec Olivier Becker. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Donc Olivier qui est un de nos experts obligataires. Donc ce soir, je vous propose, pour répondre à la question de ce webinaire qui est pourquoi est-ce le moment d'investir quand on parle d'obligataire, quand on parle de fonds obligataires, je propose de répondre à cela en trois parties que l'on va évoquer. Tout d'abord, les idées reçues sur le marché obligataire, sur les obligations. Ensuite, on reviendra évidemment, parce que vous êtes nombreux à vous poser la question du contexte. On parle d'inflation. Évidemment, nous reviendrons sur ce point. Ça ne sera pas le seul. Et enfin, comment les équipes de Quorum permettent de saisir les opportunités que nous avons identifiées et comment elles peuvent vous accompagner. Mais avant toute chose, et c'est une obligation, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que les produits dont nous allons parler, les fonds que nous allons évoquer, ne sont pas garantis en capital et les revenus ne sont pas garantis non plus. Alors, moi, j'ai une question, Baptiste. Oui. Je te trouve particulièrement ému ce soir parce qu'on parle d'obligataire. Hein, tu as l'habitude de parler de SCPI, et là, pour une fois, je te sens particulièrement enclin à développer un sujet qui tient à cœur et qui change. Et qui change, effectivement. Ça fait un certain nombre d'années que l'on parle des SCPI et de l'immobilier, mais disons qu'Olivier, qui est de ma gauche, assume convaincre et a priori a su trouver les mots. Avant de rentrer dans les idées reçues, je vous propose de revenir, alors peut-être que pour les plus spécialistes d'entre vous, cela va vous paraître général, mais de revenir sur ce que l'on entend par obligation, et plus particulièrement sur les obligations d'entreprise, parce que ce sont celles qui nous intéressent ce soir. Donc je me tourne vers toi, Olivier. Est-ce qu'on peut revenir, alors brièvement, mais néanmoins pour que tout le monde parte avec les mêmes bases sur la définition d'une obligation et ce que l'on entend par là? Bien sûr, je pense que c'est utile, d'autant plus qu'on a souvent tendance à penser que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Une obligation, c'est assez simple. En fait, si on prend un petit peu de recul, une entreprise, lorsqu'elle a besoin d'emprunter de l'argent pour se développer, pour financer son activité, elle a en gros deux solutions, quand elle est d'une taille conséquente. Elle a soit aller voir sa banque, aller voir son banquier, soit se tourner vers le marché et en l'occurrence émettre ce qu'on appelle une obligation, un emprunt obligataire qui est souscrit par nous, investisseurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? En fait, l'épargne de nos clients, l'épargne que nous confient nos clients, on la fait fructifier en la prêtant à des entreprises dûment sélectionnées qui, évidemment, en échange, nous fournissent un taux d'intérêt qui est le principal moteur de la performance des fonds qu'on propose à nos clients. Alors, la faire fructifier, on va peut-être en parler plus tard. Le principe, c'est qu'on prête de l'argent aux entreprises avec votre épargne, et qu'avec cet argent, les entreprises investissent, développent des projets et en retour payent un intérêt, comme ils le feraient un banquier. Exactement. Alors, et ce sur quelle durée? Parce que pour les particuliers, les épargnants qui sont connectés, on parle souvent d'emprunt et sur de l'immobilier avec des durées assez longues. Qu'en est-il pour l'obligation d'entreprise et celle qui nous intéresse aujourd'hui? Alors là, on parle de maturités qui sont plus courtes, qui sont plutôt comprises entre 5 et 7 ans généralement. Donc des emprunts sur lesquels on a une assez bonne visibilité. Et je te coupe, et Frédéric aurait pu le faire aussi. Qu'est-ce que tu entends par maturité? C'est l'échéance finalement? Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on est en 2022, une entreprise qui va venir émettre un emprunt obligataire pour se financer, elle va proposer un investissement qui aura une échéance. Effectivement, la maturité de cet emprunt sera 2027 si c'est 5 ans de maturité. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette partie définition. À présent, passons aux idées reçues. Et à la première, parce que tu ne l'as pas dit, mais on va s'intéresser aux obligations au rendement. Et qui dit au rendement pourrait dire des entreprises qui sont en difficulté, qui sont instables financièrement. Tout à fait. Alors, peut-être avant de parler du haut rendement, peut-être expliquer qu'il y a en gros deux grandes catégories d'obligations sur le marché obligataire. La première catégorie qu'on pourrait qualifier d'obligations avec un assez faible rendement, ce sont les obligations qui sont émises soit par les États, on voit ici l'Allemagne ou la France. Donc des emprunts émis par les États. Exactement. Ou des multinationales, on parle d'LVMH ou d'Apple ou d'EDF, des multinationales qui, par leur taille et leur côté global, finalement, offrent des rendements qui sont relativement faibles parce qu'il y a un risque qui est extrêmement faible. Il y a une autre catégorie d'obligations sur laquelle nous, Quorum, avons décidé de nous concentrer, ce qu'on appelle les obligations à haut rendement parce qu'elles offrent en
on y reviendra après, un rendement plus intéressant, plus attractif. Ce n'est pas pour autant que ce sont des entreprises qui sont en difficulté. C'est effectivement ça l'idée reçue dont on souhaite tordre le cou. Vous voyez en l'occurrence quelques exemples d'entreprises de ce gisement du haut rendement en Europe. Ce sont des entreprises de taille internationale, souvent des leaders sur leur marché. Et vous voyez, quand on parle de sociétés comme Renault, Picard ou Avis, c'est des sociétés qu'on utilise tous les jours au quotidien. Pas vraiment des mauvais élèves. Pas vraiment des mauvais élèves, c'est juste des entreprises qui sont un petit peu plus petites et parfois un petit peu plus endettées également. Alors Olivier, la barre qu'on voit au-dessus là avec ces lettres, c'est quand même un sacré jargonnage. Si j'ai bien compris, en fait, ça note la qualité de l'entreprise ou de l'obligation de l'entreprise, enfin, l'emprunt qui est émis par l'entreprise. Donc, si je veux faire simple, en fait, c'est le guide Michelin des obligations émises par les États ou par les entreprises. À gauche, on serait plutôt chez les étoilés, c'est ça, hein, l'État allemand serait un étoilé 3 étoiles, l'État français plutôt 2 étoiles, si je comprends bien. Et puis à droite, dans le bleu, on n'est plus chez les étoilés, on n'est plus chez les gastros. Alors, c'est pas le même prix non plus, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu la même chose. Hein, et on est plutôt dans le type brasserie, restaurant. Une belle brasserie, on n'est pas à la cantine. Voilà, on n'est pas à la cantine, c'est on est plutôt dans la belles brasseries, voilà. Souvent des sociétés qui sont un petit peu moins connues parce qu'elles sont, pour certaines d'entre elles, je vous parlais par exemple de Picard, société que j'imagine que vous connaissez tous, c'est une société qui n'est pas cotée en bourse, cotée action, donc qui est un petit peu moins connue des investisseurs. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt de cette classe d'actifs, de ce gisement des entreprises à haut rendement, c'est que ce sont des entreprises qui sont diversifiantes par rapport aux grandes sociétés qu'on connaît tous et qui sont sur la partie gauche. Ok, merci Olivier. Je pense que c'est clair, c'est cette première idée reçue. À présent, la seconde, l'obligataire est un petit marché, un marché confidentiel. Alors, on va revenir, parce que l'obligataire, c'est un peu un gros mot quand on le prend comme ça. C'est le marché des entreprises qui se financent par recours à l'emprunt, mais plutôt que d'aller voir leur banquier, ils vont voir directement les investisseurs. Donc, ils viennent vous voir, vous, directement épargner. Et beaucoup d'épargnants ont de l'obligataire, ont des obligations d'entreprise dans les différents produits qu'ils détiennent, mais ils ne connaissent pas forcément la taille de ce marché et ce qu'il représente. Et c'est vrai que c'est un marché qui est assez peu connu du grand public. Et on le verra après, le développement de cette gestion obligataire chez Quorum, elle s'est faite auprès d'institutionnels au départ. Est-ce qu'on peut revenir sur la taille de ce marché Alors, qui est assez peu connu? Il est assez peu connu aussi parce qu'il est relativement jeune finalement, parce que lorsqu'on regarde les chiffres ici présents, au début des années 2000, c'est un marché qui représentait à peine quelques milliards d'euros. Et au fil des années, au cours des 20 dernières années, c'est un marché qui s'est énormément développé pour atteindre aujourd'hui quasiment 500 milliards d'euros. Alors, il s'est développé notamment après la crise de l'euro, où on a vu un certain nombre de banques être assez frileuses finalement dans leur volonté d'octroyer des prêts aux entreprises. Et donc, les entreprises ont vu finalement d'un bon œil cette source alternative de financement. Et donc, ça a permis de faire grossir ce marché de manière exponentielle ces dernières années. Il n'y a pas que les entreprises qui ont trouvé un intérêt. Les entreprises ont émis des emprunts obligataires, ont émis ces emprunts, et donc il y a des investisseurs qui ont trouvé un intérêt à investir Exactement. dans ces obligations, donc de prêter de l'argent à ces entreprises. Ça s'est fait dans un monde, alors on reviendra un petit peu évidemment à l'actualité plus récente, mais dans un monde de taux relativement bas. Et donc effectivement, d'un côté, il y avait des entreprises qui cherchaient des sources de financement alternatives aux banques, et de l'autre, effectivement, des investisseurs qui cherchaient du rendement qu'ils ne trouvaient plus dans les obligations d'État ou les très grandes multinationales dont on parlait tout à l'heure. Okay. Et moi, je reviens simplement sur la taille des entreprises. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire qu'il y a des entreprises qui ne sont pas des entreprises cotées en bourse, mais néanmoins, ce qu'on voit à l'écran, c'est que ces entreprises, elles réalisent un chiffre d'affaires moyen de 4,5 milliards d'euros. Donc, voilà, on ne parle pas de PME, même s'il y a de très belles PME. Ça fait lien avec l'idée reçue précédente. Ça confirme le fait qu'on parle d'entreprises, encore une fois, de taille très conséquente, qui sont internationales, qui sont leaders et qui, effectivement, ont une assise financière extrêmement solide sur ce gisement de rendement. Ok, merci Olivier, c'est très clair pour moi. Frédéric, c'est clair pour toi? Très clair. Je vous propose de passer à l'idée reçue suivante, qui est que l'obligataire, et en tout cas les obligations d'entreprise à haut rendement, qui sont celles que l'on évoque, correspondent à un placement trop risqué. En quoi cela peut être un placement trop risqué et en quoi ça ne l'est pas, et où est le risque? Alors, puisqu'on prête de l'argent à des entreprises, évidemment, le risque ultime pour nous, c'est de ne pas être remboursé. C'est de faire face à ce qu'on appelle un défaut de paiement, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas en capacité
de nous rembourser la dette qu'elle a contractée. Alors, de payer le coupon, donc les intérêts, et à la fin. Et où le capital à la fin. Donc, ce qu'on appelle donc, ce défaut de paiement, il est mesuré tous les mois, tous les ans. Et je pense que c'est important de mettre quelques chiffres en face de tout ça. C'est typiquement, au cours des 10 dernières années, on voit ici que le taux de défaut, donc c'est-à-dire le pourcentage d'entreprises qui n'a pas honoré sa dette, il tourne autour de 1% à peu près. Okay. Donc déjà, moi, je trouve que ce chiffre est relativement faible quand même. Ça permet de tordre un petit peu le cou à cette idée reçue que c'est un marché très risqué d'entreprises en difficulté. Il y a à peine 1%, même moins que ça en ce moment, d'entreprises qui font défaut. Et je rajouterais que, pour être complet, que lorsque vous prêtez 100 à une entreprise, elle vous rembourse 100 à l'arrivée. Ça, c'est lorsqu'il n'y a pas de défaut et c'est dans 99% des cas. Dans le pourcentage de cas où il y a un défaut de paiement, vous prêtez 100, mais vous ne récupérez pas 0 à l'arrivée. Il y a une valeur à la casse, il y a une valeur de recouvrement, comme on l'appelle, qui historiquement a tourné autour de 40%. Elle était même bien supérieure à ça ces dernières années. Donc, c'est-à-dire que le taux de perte effectif, il est inférieur à 1% historiquement. Et donc là, en 2022, c'est 0,5%. Alors, c'est sur les 12 derniers mois. Tout à fait. Donc, c'est sur 12 mois glissants. Pour autant, on est dans un contexte économique qui peut être inquiétant, voire effrayant. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que les entreprises ont toujours eu des activités. Les années peuvent être plus ou moins bonnes. C'est vrai qu'on pourrait prendre peur et se dire, après tout, je fais du fonds en euros ou je fais du livret A, surtout qu'on va en parler tout à l'heure, il y a l'inflation, les taux d'intérêt remontent, mais la difficulté, on va le voir aussi, c'est que les taux d'intérêt des placements non risqués ne remontent pas aussi vite que l'inflation. Mais ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'on est créancier. On a prêté de l'argent à l'entreprise, on n'est pas actionnaire. C'est-à-dire que ce risque de défaut, c'est celui du créancier, donc c'est par exemple celui du banquier, qui prend beaucoup moins de risques que l'actionnaire. C'est-à-dire que quand on va en bourse, on achète des actions. On n'est pas sûr de toucher les dividendes. On n'est pas sûr de toucher les dividendes. Et puis surtout, en cas de défaut, si l'entreprise a difficulté, on a perdu son capital et on en retrouvera beaucoup moins rapidement si on doit retrouver quelque chose, son argent, que si on était créancier. Donc le niveau de protection d'un créancier, en tout cas d'un porteur d'obligations, il est bien supérieur en termes de recouvrement du capital que l'actionnaire. Par contre, son espérance de gain est aussi plus faible, c'est vrai, il faut le reconnaître. C'est pour ça que la bourse a aussi ses avantages, mais le profil de risque du prêteur obligataire est quand même bien plus protecteur que celui de l'actionnaire. Je te remercie Frédéric, car comme souvent, tu anticipes les diapositives qui vont apparaître. Et donc là, une fois de plus, tu as anticipé celle-ci, où on se dit que le marché des obligations en rendement est moins attractif que celui des actions. On a commencé à le dire, et notamment par rapport aux dividendes et par rapport aux résultats de l'entreprise. Là, on a quand même le droit aux intérêts quand on est créancier. Est-ce que tu veux compléter, Olivier, sur ce sujet ? Alors, peut-être que je rajouterais, au-delà effectivement de la visibilité sur le rendement qui est plus certaine que le rendement par le dividende, qui par définition est à la discrétion de la direction de l'entreprise, pardon. On a un autre élément, je pense, qui est important, c'est la visibilité sur le capital et sur l'évolution du capital d'une obligation. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de tout à l'heure, on prête à 100 et on récupère 100 5 ans après, si c'est une échéance de 5 ans. Une action, par définition, on n'a aucune idée de ce que deviendra la valeur de l'action 5 ans plus tard. Et je pense que dans cet environnement assez incertain, je pense que cette visibilité qu'offre l'investissement obligataire me paraît particulièrement attractive. Oui, je pense qu'il faut le mettre dans le panorama global des placements. Alors, je mets de côté les placements à capital garanti. Quand le capital est garanti, on ne peut pas faire de miracle. De toute façon, on a une rémunération qui est liée à son niveau de risque et il ne faut pas nier que le risque existe sur les obligations. Mais nous, chez Corum, on considère qu'il y a moins de risque sur les obligations que sur les actions, puisque c'est exactement ce qu'on a dit. Et si on devait faire un comparatif, l'action, vous savez le prix auquel vous rentrez, le revenu, c'est-à-dire le dividende, il va dépendre de la politique et des décisions, à la fois de la direction générale, de la présidence
et peut-être de l'Assemblée générale dans certains cas quand elle peut vraiment s'exprimer, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les sociétés cotées compte tenu de la taille de ces entreprises. Et puis, vous avez la liquidité immédiate. C'est vrai que vous pouvez revendre votre action en bourse demain matin. L'immobilier, un cours inconnu. Voilà. L'immobilier, ça c'est l'autre métier de Corum. Donc vous savez le prix auquel vous achetez. Le revenu n'est pas garanti, c'est-à-dire que les loyers peuvent fluctuer, il peut y avoir de la vacance dans l'immeuble. Le locataire n'est pas forcément, peut par moment être lui aussi défaillant et ne pas payer son loyer. Et puis surtout, le prix de revente, vous n'en savez rien. Ce qui est assez magique quelque part. Et le délai de revente. Et le délai de revente. Oui, parce qu'il y a des problèmes de la liquidité, on ne vend pas un immeuble comme ça. Ce qui est assez magique, entre guillemets, dans l'obligataire, et c'est ce qui fait sans doute que c'est pour moi une pépite inconnue, c'est-à-dire que le nom est un peu rébarbatif, c'est un produit qui peut paraître très technique, très financier. On l'a vu, c'est un produit très simple. Vous prêtez votre épargne d'entreprise, vous êtes prêteur. Et donc, vous savez le revenu, c'est-à-dire que vous ne dépendrez pas de la décision d'un tiers. Ce n'est pas la direction générale ou les actionnaires qui vont décider du revenu. Le taux d'intérêt, il est connu à l'avance. Et le remboursement du capital, donc le prix auquel vous allez récupérer votre argent, le capital prêté, il est aussi connu à l'avance. Donc l'inconnu, c'est la santé financière de l'entreprise, effectivement, et sa capacité à récupérer intérêt, et vous êtes liquide immédiatement. Parce que si vous les revendez avant, vous le pouvez également. Et l'autre inconnu, et pour passer à la suite, c'est le contexte. Et c'est là où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, qui est celui notamment de quelles sont nos réponses face à ce contexte et pourquoi il est temps, ou pourquoi nous considérons qu'il est opportun d'investir dans des obligations actuellement. Et revenons peut-être, et je pense que c'est une des questions que vous vous posez toutes et tous, c'est pourquoi il est opportun aujourd'hui d'investir dans les obligations compte tenu du niveau de l'inflation. Et on parle de l'inflation au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Bien sûr. Olivier ? Bien sûr, je pense que ce webinaire tombe à point nommé parce qu'on on vit un moment d'une certaine manière assez historique. Si on prend effectivement cette thématique de l'inflation, pardon, on a quelques chiffres. L'inflation en France au mois de mai, elle était supérieure à 5%. L'inflation en Europe, elle était légèrement supérieure à 8%. Et l'inflation aux États-Unis, elle est quasiment de 9% au mois de mai. Ce sont des chiffres d'inflation qu'on n'a pas connus depuis le début des années 80. Véritablement, on a une explosion, et le terme n'est pas galvaudé pour une fois, de l'inflation qui vient de deux grands événements, pour faire simple. Le premier, c'est un choc post-Covid. Le redémarrage des activités a créé, et le choc du Covid a créé des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, sur les chaînes logistiques, sur les échanges mondiaux. Et donc la reprise a conduit à des hausses de prix, notamment des composants électroniques, par exemple. Alors, derrière tout ça, il y a des concepts très simples qu'on peut tous comprendre. Le niveau de la demande n'a pas forcément baissé, il a même repris après le Covid, sauf que l'offre n'était pas là, parce que les produits n'étaient pas là, les usines, c'est ce que tu expliquais, ont eu du mal à se remettre en route, les transports ont eu du mal à être effectués au niveau mondial, et donc il y a eu plus de demandes que d'offres à un instant donné. Donc ça, c'est un truc économique assez basique, on a tous fait l'expérience quand on va au marché. Quand il y a plus de clients que de choses à vendre, évidemment, ça fait monter les prix. Et ça fait également monter les taux d'intérêt. Alors, un autre élément quand même qui est très important et qui est plus récent, c'est la guerre en Ukraine, qui a également créé des tensions très fortes dans les matières premières énergétiques et agricoles. On l'a tous constaté à la pompe ou lorsqu'on fait ses courses, on a, c'est ce qu'on voit ici, une inflation véritablement des prix à la consommation. Et historiquement et traditionnellement, effectivement, cette inflation, elle se traduit dans une hausse des taux d'intérêt extrêmement forte, puisqu'on voit ici, vous avez illustré dans un premier temps avec l'OAT, l'obligation, le rendement de l'obligation d'État français à 10 ans. Donc, c'est les intérêts que paye l'État français quand on lui prête son argent. Exactement. En tout cas, c'est la valeur de marché de cette dette aujourd'hui qui dépasse 2% alors qu'elle était encore légèrement négative au mois de décembre. Donc, on a véritablement un mouvement très très fort également sur les taux qui pèse. On le verra un petit peu plus tard. Oui, mais Olivier, moi, ce qui me gêne dans ce graphique, oui, certes, le taux que nous sert l'État français quand on lui prête de l'argent a remonté. Il a remonté à un peu plus de 2%, formidable. Sauf que pendant ce temps-là, j'ai une inflation à 5%. Et quand je vois ce graphique, je ne peux pas m'empêcher de dire que l'État français fait des bonnes affaires parce que jusqu'en 2016, on voit que la courbe verte était au-dessus de la courbe dorée de l'inflation. Donc, on avait un différentiel où, en gros, on avait de rémunération de son argent qui était supérieure à l'inflation.
donc on n'était pas grignoté. Mais là, force est de reconnaître que depuis 2016, l'État français il nous sert moins d'intérêt que l'inflation qu'on subit. Et ça devient juste dramatique. Aujourd'hui, il y a combien d'écart? Il y a à peu près 3% d'écart. 3% d'écart. Donc ça veut dire que l'État gagne de l'argent avec l'inflation qui monte, en nous servant un intérêt à 2%. Écoute, ça c'est une photo, effectivement, et l'inflation... C'est bien un film, hein, parce que depuis 2012, c'est un film. Ça fait un moment que ça dure, mais c'est vrai que ça s'aggrave, et l'inflation semble ne pas être temporaire, comme on a pu l'imaginer à un certain temps. Alors ça, c'est effectivement un constat, mais on n'a pas encore répondu véritablement à la question, et je te propose d'y répondre. En quoi, justement, c'est le bon moment, et pourquoi, et malgré cette inflation, il pourrait être intéressant d'investir aujourd'hui sur l'obligataire? Alors, si on prend effectivement les composantes, qu'est-ce qui fait le rendement d'une obligation? C'est un taux sans risque, c'est le taux typiquement auquel on prête à l'État allemand, qui est considéré le plus sûr en Europe. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le classement. Voilà, c'est la meilleure notation. L'Allemagne est 3 étoiles et la France est 2 étoiles. On a même inventé 4 étoiles presque pour l'État allemand. Ouais. Mais donc voilà, c'est l'État, c'est l'émetteur qui n'a aucun risque. Et donc, ce taux-là a beaucoup augmenté, au même titre que celui de la France qu'on a vu précédemment. On est autour de 1,7% aujourd'hui. On était négatif encore il y a quelques mois. Ça, c'est la première composante du rendement. Et à ce taux sans risque, on additionne ce qu'on appelle une prime de risque. C'est-à-dire que, évidemment, lorsqu'on va prêter une entreprise, si je reprends l'exemple de Picard, on ne va pas lui prêter au même taux qu'à l'État allemand. Donc, on rajoute ce qu'on appelle une prime de risque. Et ces primes de risque, elles ont aussi assez significativement augmenté. On est à plus de 5% aujourd'hui, ce qui fait qu'en termes de rendement en moyenne sur les obligations à rendement européennes, on a franchi cette espèce de Graal de 7% qu'on n'a pas connu depuis plus de 10 ans, depuis la crise de l'euro. Si j'exclus évidemment le pic Covid qui a duré très peu de temps, qui était extrêmement brutal, mais qui a vraiment duré très peu de temps. Donc, dans un environnement à peu près normal, on n'a pas connu ça depuis 2012. Et donc, nous, on est absolument convaincus que c'est une opportunité assez unique de se positionner sur ce type d'obligation. Donc, c'est cet écart entre les deux courbes qui te fait dire que c'est le moment, en tout cas, qu'il y a une vraie opportunité? C'est les deux, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a à la fois une hausse du taux sans risque et une hausse des primes de risque. Et c'est cet effet combiné des deux qui fait qu'on arrive à un niveau de rendement qu'on n'a encore une fois pas connu depuis très longtemps. Oui, alors ce qui est quand même assez bien avec le haut rendement, c'est que l'investisseur n'est pas complètement flouté. C'est-à-dire que on voit que là, on a toujours des rendements qui sont supérieurs à l'OAT. Il y a toujours eu un écart significatif. Hein. Il y a presque entre 500 et 300, 200 points de base. Donc, par rapport à la courbe précédente où on voyait que la rémunération des emprunts d'État, on était en dessous de l'inflation. Là, il se trouve qu'on est quasiment toujours au-dessus de l'inflation. En tout cas, mécaniquement, quand une entreprise lance un emprunt obligataire, l'investisseur, il ne vient pas s'il ne gagne pas plus que l'inflation. Donc ça, c'est quand même déjà un point important, d'autant plus important qu'aujourd'hui, on a une inflation à 5%. Et donc, on pense, et c'est notre conviction forte, et c'est pour ça qu'on est très enthousiaste à l'idée de vous parler ce soir, c'est que ce rendement très élevé de 7% nous paraît rémunérer de façon extrêmement significative le risque actuel qui, certes, a un petit peu augmenté. On a parlé des incertitudes autour de l'inflation, autour de la crise ukrainienne, mais à ce niveau-là, on pense qu'on a une véritable opportunité d'être rémunéré très largement pour ces risques dont on a parlé. Oui, et alors ces risques, attention, on ne prête pas à une entreprise. Dans nos fonds, il y a à peu près une centaine d'entreprises en portefeuille. On a vu qu'il y avait un taux de défaillance qui pouvait monter jusqu'à 2%, c'est ça? C'était 0,5 depuis le début de l'année. Oui, mais ça peut légèrement augmenter. On a eu des maximums historiques à 2%, donc on voit que la mutualisation, et c'est tout l'intérêt des fonds obligataires, c'est comme dans l'immobilier, une SCPI n'achète pas qu'un seul immeuble. On a des centaines d'immeubles, on a plusieurs centaines de locataires, mais là c'est pareil. On a une centaine d'entreprises. Évidemment, il peut y avoir des problèmes dans un secteur, sur une entreprise donnée, mais la mutualisation fait que, compte tenu des taux de rendement donnés et compte tenu des niveaux de défaillance, parce qu'on va le voir après, on passe du temps à étudier les secteurs, à étudier les entreprises, il y a une forme de protection mécanique qui est due à la diversification. En effet, je pense que, et merci Olivier, merci Frédéric, je pense que le moment et le timing d'investissement
on l'a identifié et tu as expliqué pourquoi. À présent, comment on va justement pouvoir saisir ces opportunités et comment Quorum exerce déjà sur ce secteur qui est celui des obligations et des obligations à haut rendement. Est-ce que tu peux revenir sur cette expertise au sein du groupe Quorum? Alors déjà, je pense que c'est important de souligner que c'est l'expertise historique de la maison, qui est certes effectivement peut-être un petit peu moins connue, mais qui est néanmoins l'expertise historique, puisqu'elle date de 2008. Alors c'est vrai que dans un premier temps, ça a été une expertise qui a été plutôt réservée à notre clientèle institutionnelle. Parce qu'il faut reconnaître que le produit peut paraître compliqué. Il peut paraître extrêmement technique et extrêmement compliqué, mais derrière ça, c'est des concepts assez simples. Alors que beaucoup d'épargnants en ont sans le savoir. Tout à fait, exactement. Et donc, on a lancé un certain nombre de fonds depuis 2008, je pense qu'on y reviendra. Oui. Et depuis 2020, date de lancement du contrat d'assurance vie, on a décidé de mettre ces produits à disposition de notre clientèle, de tous les épargnants particuliers notamment. Alors revenons un peu sur l'équipe de gestion. Et alors, avant de passer à l'équipe de gestion, c'était formidable l'équipe de gestion, j'aurais juste faire un petit rappel parce que l'histoire de Quorum, ensuite, ça a été l'immobilier et les CPI. Je me souviens qu'en 2012, on avait dit Quorum a inventé le high yield dans l'immobilier. Et c'est exactement ça. Le quoi ? Le high yield, le haut rendement dans l'immobilier. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dupliqué ensuite dans l'immobilier. On a été chercher de l'immobilier à haut rendement. Voilà. Et on s'est inspiré de ce qui a été fait dans la partie obligataire. Donc à présent, quelques mots et quelques chiffres sur l'équipe qui gère ces fonds. Alors, c'est une équipe qui est constituée de 16 personnes qui ont de très nombreuses années de collaboration ensemble, vous voyez, une quinzaine d'années, qui gèrent aujourd'hui autour d'1 milliard d'euros. Et surtout, c'est une équipe qui est animée par une philosophie d'investissement très forte qui consiste à c'est une espèce d'obsession de préservation du capital, si vous voulez. Ils l'ont vécu à plusieurs reprises. Je pense qu'on le verra après dans les performances historiques. Une vraie capacité à limiter la volatilité des fonds, à limiter les fluctuations des fonds, à limiter la baisse aussi dans certaines situations difficiles. Et un état d'esprit qui consiste à constamment être à la recherche d'opportunités, quel que soit l'environnement de marché. Et comme les CPI d'ailleurs, une équipe qui a su limiter la collecte quand elle considérait que ce n'était pas le moment opportun pour développer le fonds. En effet. Et tu parlais de limiter les fluctuations, mais comment les gérants vont sélectionner les bonnes entreprises? Alors, on voit sur la slide suivante, en fait, c'est un processus un peu en entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une analyse fine de l'environnement macroéconomique, donc on évoquait tout à l'heure, on parlait de l'inflation, de la croissance, des taux d'intérêt, et puis d'autres facteurs plutôt géopolitiques, par exemple, qui peuvent influencer sur l'ensemble des marchés. Ça, c'est un petit peu le début de l'entonnoir, et puis ensuite on descend en granularité, on commence à regarder quels sont les secteurs les plus pertinents dans l'environnement qu'on a analysé, et ceux qui le sont moins, évidemment. Et puis enfin, je pense que c'est un point crucial, c'est le troisième point de ce processus, et je pense que ça vous montre à quel point c'est quelque chose de très concret, de connecté à l'économie réelle, comme on dit souvent, c'est qu'on rencontre les entreprises dans lesquelles on investit. Je pense que ça paraît évident, mais je pense que c'est mieux en le disant. On rencontre des dizaines d'entreprises tous les ans, des dirigeants d'entreprises, des directeurs financiers. On les voit régulièrement pour s'assurer de faire les bons choix et de sélectionner les bonnes entreprises pour les mettre dans nos fonds. Alors là, je dirais que c'est un petit peu notre métier, notre devoir. C'est comme si dans l'immobilier, dans les CPI, on achetait des immeubles sans les visiter, sans faire la visite avec le locataire, sans connaître le locataire, échanger avec le locataire. Et ça relève, ce qui est fait dans l'obligataire, ça relève exactement la même procédure. On en est beaucoup plus loin dans l'échange avec l'entreprise qui va prêter de l'argent, puisque l'objectif, c'est qu'elle rembourse le capital et qu'elle paye les intérêts. C'est ce qui va faire le succès de la rentabilité du placement obligataire. Et donc, c'est un processus continu, c'est-à-dire qu'on investit, mais on suit l'activité de l'entreprise trimestre après trimestre, avec des contacts réguliers avec l'entreprise pour s'assurer qu'en permanence, on a pris les bonnes décisions. Combien de rendez-vous on fait par an à peu près avec les entreprises, tu sais ? Je pense que je disais plusieurs dizaines, mais je pense qu'on est largement au-delà de la centaine, je pense. Si on compte en plus tous les rendez-vous qu'on fait tous les trimestres pour actualiser en fonction des chiffres qui sont publiés par les entreprises, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps à l'équipe de gestion, mais qui est capital. Et donc à présent, voyons ce que ce travail donne en termes de performance, et notamment en 2021, sur
sur les trois principaux fonds qui sont gérés. Alors, on va parler de 2021, mais j'espère quand même que vous avez envie de parler de 2022. Évidemment. On a prévu de parler de 2022 peut-être. Effectivement, sans parler nécessairement des performances 2021 qui paraissent être presque d'un autre monde déjà, vu les changements. Mais qui étaient dans un monde où les taux étaient à zéro. Et voilà, ce qu'on voyait notamment des emprunts d'État, on était à zéro, voire même négatif pour l'État. Exactement. Malgré ça, vous voyez que ce sont des performances qui non seulement dans l'absolu sont très, très solides, mais sont significativement supérieures aux indices de référence. Je pense peut-être éclairer sur les trois grandes stratégies d'un mot. On a donc le fonds qu'on appelle BCO, qui est le fonds, on va dire, historique, qui a été lancé il y a une douzaine d'années maintenant. Stratégie qui consiste à essayer de faire une performance absolue, la meilleure performance, quel que soit l'environnement. C'est un fonds qui est très flexible, c'est un fonds tout-terrain, comme on pourrait dire, et qui recherche toujours la meilleure balance entre le risque et le rendement. Donc, avec une grande recherche de protection du capital. Exactement. Et en même temps, être capable de saisir. On fera un petit focus après sur ce fonds-là, et effectivement, ça sera bien illustré. On a le fonds Quorum European High Yield, qui, lui, est dans une recherche de performance et de surperformance par rapport au marché du rendement. Et année après année, il est en capacité de générer cette surperformance. Et pour bénéficier d'un rebond, eh bien, il a toutes les raisons d'avoir les voiles grandes ouvertes et puis de profiter de la reprise du marché. Et puis une autre solution, qui est une solution qu'on appelle de fonds datés, où on est sur une recherche de performance sur la durée, avec une maturité, une échéance du fonds qui est prédéterminée. Et j'y reviendrai aussi. Et l'objectif de Quorum Eco qui avait été lancé en 2018, c'est un objectif de 4%. Et donc, cet objectif a été dépassé en 2021. Alors, pour faire simple et pour reprendre, pas pour faire simple, mais pour reformuler. Vas-y, Frédéric. Donc, BCO, en gros, il veut faire ce qu'on appelle une performance absolue, c'est-à-dire qu'il veut être toujours positif. Et essayer d'être toujours le premier de la classe. OK ? BEHY, il a comme point de repère ce que font les autres fonds du marché et il veut faire mieux. Il veut faire mieux que la moyenne de la classe en suivant les évolutions. Alors, Quorum Eco, c'est une démarche un peu différente. Il se fiche un peu du marché. Il va juste prendre des obligations. Il les garde jusqu'à ce qu'elles soient remboursées. Donc, il a une durée qui est limitée dans le temps. C'est ça, en théorie. Et qui va faire en sorte, chaque fois qu'il va acheter un nouveau papier, d'améliorer la rentabilité. Ce qui veut dire que si les taux revenaient à baisser, et c'est ce qui s'est passé sur Quorum Eco en 2008. Si par exemple, 2018, si on arrivait à investir pendant un an avec des rendements à 5%, et que l'objectif du fonds soit 5%, si les taux ne permettent plus, parce que le prix des obligations, enfin le rendement des obligations baisse, on le fermerait pour éviter de dégrader la performance. Alors que les deux autres fonds, les gérants vont quelque part utiliser le marché pour acheter et vendre et améliorer la performance. Et néanmoins, ils ont su limiter les capitaux qui leur étaient confiés sur BCO quand le contexte n'était plus suffisamment favorable. Qu'il y avait un manque de visibilité, comme ça a été le cas il y a quelques mois avec le début de la guerre. Alors, on a pu constater les performances 2021, mais on parle d'épargne, on parle de fonds obligataires, on ne voit pas les choses sur une année, mais plutôt sur la durée. Et ce n'est pas une photo d'instant T, mais c'est quelque chose qu'on voit sur le long terme. Qu'en est-il justement de BCO, qui est le fonds historique? Je pense qu'effectivement, il y a deux chiffres va mieux qu'un long discours. Quand on parlait tout à l'heure d'obsession de préservation du capital et de performance absolue, le fait que ce soit un fonds qui, depuis 12 ans, année après année, était en capacité de proposer une performance positive, ça me paraît assez exceptionnel. Et puis, ce n'est pas une performance positive négligeable, puisqu'elle est quasiment de 6,5% annualisée. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, c'est un fonds qui a généré plus de 6% tous les ans depuis 12 ans. Et c'est un fonds, je commençais à le dire tout à l'heure, et tu as dit qu'on en reparlerait, parlons-en à présent, qui, sur la durée, a su traverser un certain nombre de crises. Effectivement. Tu as parlé de la crise de la dette européenne en 2011. Je te laisse peut-être commenter ce graphique. Oui, tout à fait. On voit bien ici que il y a quand je disais un peu tout terrain, il y a cette capacité à absorber les chocs. On le voit par exemple effectivement en 2011, on reviendra peut-être sur 2020 aussi dans la diapositive suivante. Cette capacité à absorber les chocs, à limiter la baisse,
mais également à profiter et à capturer les phases de rebond du marché. Et si et effectivement cette performance, elle illustre ces deux capacités, limiter la baisse et prendre le rebond, ce qui est par définition très difficile. Alors, ce qu'on voit, c'est que sur la crise grecque, sur le graphique, quand le marché obligataire, les fonds obligataires ont plutôt une performance négative, légèrement positive, proche de moins 1%, BCO a su rester positif. Ensuite, il y a eu la crise 2015, sur la croissance chinoise. La croissance chinoise. Donc là aussi, quand le marché a été à peine supérieur à zéro, le BCO a affiché 3,59. Et puis la même chose en 2020 avec le Covid, avec le premier trimestre où on a fini l'année à 2,08% quand le marché était un peu plus de 20%. Et ce qu'on voit, ce qui est intéressant, et ça on le répète aussi en permanence sur les CPI, on peut regarder le dividende tous les mois, par moment on peut se faire peur. Ce qu'il faut, c'est regarder le film et même le feuilleton. C'est-à-dire qu'on voit que pendant les périodes de crise, il y a une photo qui peut être prise à un moment donné. Donc, c'est une photo avec laquelle on peut se faire peur, on peut s'effrayer. Il y a la photo de 2022, par exemple. Mais cette photo, si on ne garde que cette photo et qu'on ne regarde pas l'année, en fait, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre son argent sur le livret A, on ne se fera pas peur. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport notamment au monde des actions, les niveaux de baisse, quand ils se reviennent, sont beaucoup plus faibles. Et surtout, les moments de crise sont des vrais moments d'opportunité pour recréer de la valeur. Et ça, c'est à la fois le savoir-faire de l'équipe, mais c'est aussi quelque chose qui est assez général au monde obligataire. C'est-à-dire que la variation, la fluctuation va être plus faible. Les moments négatifs, quand ils arrivent dans les crises, sont moins forts, mais surtout, ils donnent de vraies opportunités pour retrouver sur le film de l'année des périodes positives. Donc là, si je vous écoute bien et si je comprends, le moins 4,25, parce qu'on a parlé de transparence tout à l'heure, sur la performance 2022 de BCO, c'est effectivement une performance à un instant T. La photo c'est une photo. Voilà. La photo n'est pas bonne, mais il faut regarder sur la durée. Alors quand je dis elle n'est pas bonne, elle est bien meilleure que ce que font les autres. Oui, mais ça n'intéresse personne. Le fait qu'on fasse mieux que le marché, ça n'intéresse personne. Et ça correspond véritablement à notre philosophie. C'est pour ça qu'on a commencé par l'obligataire, parce que le produit, ce type de produit d'investissement, ce type de produit d'épargne, il est en liaison avec l'économie réelle. Il permet d'utiliser les marchés parce que c'est un des savoir-faire. D'ailleurs, c'est le métier du gérant. C'est pour ça que le gérant est rémunéré. C'est comment est-ce qu'il peut utiliser le marché pour créer de la valeur pour l'investisseur et l'épargnant. Ça, je rajouterais peut-être deux éléments, effectivement, puisque l'exercice de transparence, effectivement, depuis le début de l'année, la hausse des taux, la hausse des primes de risque, ça a un effet négatif, il faut dire les choses comme elles sont, sur la performance des obligations. Vous voyez quand même que nettement mieux que le marché, nettement mieux que les actions, mais le point sur lequel je voulais insister et qui renforce notre conviction que c'est une opportunité, c'est une grande différence avec les actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des obligations qui ont baissé. C'est-à-dire que vous avez acheté une obligation à 100 en début d'année, aujourd'hui, elle vaut 90, disons. La différence avec une action, c'est que cette obligation que vous achetez à 90 aujourd'hui, si l'entreprise ne fait pas défaut, vous savez qu'elle vous serait remboursée à 100 dans 3, 4 ou 5 ans. Et les intérêts seront payés en plus. Et les intérêts sont effectivement aussi gravés dans le marbre, si je puis dire. Donc, c'est une vraie différence, et c'est ce qui fait que dans les phases de baisse, c'est vraiment des opportunités d'investissement. Une des plus belles opportunités d'investissement sur ce marché, c'était au plus fort de la crise du Covid. Là, on n'en est pas là, mais on est quand même sur des niveaux de rendement qui sont particulièrement intéressants. Oui, le vrai sujet, c'est l'intérêt qui est attaché à la nature même de l'obligation. Il cristallise du vrai argent sur le compte bancaire du fonds. Exactement. Okay. On a parlé d'opportunités. À présent, évoquons l'opportunité d'un fonds obligataire daté. Alors, je n'ai pas encore vu Frédéric réagir, mais ça ne saurait tarder. En quoi est-ce peut-être le bon moment pour lancer un fonds obligataire daté et qu'est-ce qu'un fonds obligataire daté ? D'abord, qu'est-ce qu'un fonds obligataire daté ? Un fonds obligataire daté, c'est un fonds qui est un panier d'obligations. En fait, on constitue un fonds avec un panier d'obligations qui sont nos convictions et qui ont un point commun, c'est qu'elles ont toutes à peu près la même contrainte de maturité, par exemple, la date de 2028 ou 2029, la date de remboursement, par exemple, 2029. Et donc, on va accompagner, on va conserver, dans la majeure partie des cas, on va conserver ces obligations jusqu'à la maturité. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant dans ce type d'environnement, parce que à la fois, on a un rendement qui est particulièrement attrayant de 7%,
mais il y a quand même de l'incertitude. Le fonds daté, ça permet finalement de capturer ce rendement de 7% et finalement de le faire dérouler sur la durée, et quelles que soient finalement les fluctuations de marché, on sait qu'on est remboursé à 100 à l'arrivée, et donc de faire cette performance sur le moyen long terme. Alors ça, on a bien compris. Maintenant, si demain matin, les taux sont à 9%. Si les taux sont à 9%, en tout cas, vous aurez capturé 7%, ce qui est déjà très bien. Ça ne vous empêche pas de réinvestir à 9%, évidemment. Mais sur un fonds daté, c'est la visibilité qui est intéressante. C'est-à-dire que tu rentres à 7%, tu vas faire à peu près 7% en moyenne annuelle jusqu'à la maturité. Donc, si je te comprends bien… C'est difficile d'avoir le point bas de marché. Mais l'intérêt d'un c'est déjà un point qui est intéressant. Si je te comprends bien, l'intérêt du fonds daté, c'est que dès lors qu'on a un investisseur moyen terme, un petit peu comme dans nos SCPI, donc là, ce n'est pas 10 ans, c'est plutôt 5 ans, on a une quasi-certitude au taux de prêt de défaillance, on a vu c'était entre 0,5 et 2%, de la performance. C'est ça ? C'est ça, c'est cette visibilité. Mais si je te suis bien, tout à l'heure, on a dit qu'aussi l'intérêt d'une obligation, c'est qu'on pouvait la vendre très rapidement. Ça se revend très vite parce qu'il y a un marché pour ça. En tout cas, ça se vend beaucoup plus vite qu'un immeuble. Un immeuble, il faut 6 mois. Une obligation, il faut quoi ? Une semaine, une journée, 24 heures, quelques heures, quelques minutes. Voilà. Par contre, donc, si on veut revendre son obligation ou sa part de fonds obligataire avant l'échéance, là, on va se relivrer au marché et on prend le risque potentiellement de prendre un gain si les taux d'intérêt baissent, parce qu'on va avoir un rendement qui va être très faible, donc on va l'acheter plus cher, très fort, on va l'acheter plus cher. À contrario, si les taux montent, on peut avoir une perte de valeur d'obligation. Donc, l'intérêt de l'obligation, c'est d'abord, comme tous les investissements, il faut penser moyen à long terme. Donc, nous, on dit 5 ans. Si vraiment on a un accident de la vie, qu'on a besoin de son argent, on peut vendre très rapidement. Par contre, là, on retombe sur les fourches codines du marché qui peut nous sanctionner si les taux d'intérêt montent, ou au contraire, qui peut nous donner une modification si le taux d'intérêt baisse. Et je termine juste sur le fonctionnement de ce type de fonds, et on l'a vu, et certains d'entre vous ont connu Quorum Eco, c'est qu'on va limiter la période de commercialisation à notre capacité, en tout cas la capacité de nos experts obligataires à délivrer le rendement pour lequel on s'est engagé moralement. On l'a fait avec Quorum Eco en 2018, on a fermé la commercialisation en 2019 parce que les experts nous disaient qu'on n'est plus capable d'investir le nouvel argent qui rentre dans le fonds pour délivrer du 4% sur des obligations qui vont nous permettre de délivrer globalement. Exactement, donc c'est là l'intérêt. On avait dit à l'époque, et je pense que tu t'en souviens Frédéric, qu'il y aurait d'autres fonds du type Quorum Eco. On ne l'avait pas fait parce que les conditions n'étaient pas réunies. Là, ce que nous dit Olivier et toute l'équipe, c'est que a priori, mais à contrario, si on a un fonds qui a promis 4%, qui s'est engagé sur 4%, et que les rendements des obligations augmentent, il va pouvoir continuer à collecter parce qu'à chaque fois, il va améliorer la rentabilité. Oui, mais ce n'était pas le cas avant 2022. Et c'est donc tout l'intérêt, quelque part, de la situation actuelle, c'est que dans le cas de situation de hausse, ça permet de développer le fonds en rentrant du papier avec des plus grands rendements et donc d'élargir la taille du fonds. En effet. Et donc, ces fonds obligataires, on va les retrouver au sein du contrat d'assurance vie Quorum Life, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, sinon vous pourrez retrouver plein d'informations sur notre site internet, donc sur quorum.fr, qui est un contrat Quorum, où Quorum Life est l'assureur. C'est un contrat dans lequel on va retrouver tous les produits Quorum, les fonds obligataires dont on vient de parler, et également les SCPI, avec les avantages de l'assurance vie, une fiscalité attractive passé 8 ans, une garantie, alors ça c'est une particularité pour Quorum Life, une garantie offerte en cas de décès jusqu'à 65 ans, et aucun frais sur le contrat, donc l'assureur ne prend aucun frais, mais il y a évidemment les frais des SCPI et les frais des fonds obligataires que l'on retrouve à l'intérieur. Ouais, alors, je pense que ce qui est important de préciser, parce qu'on pourrait nous poser la question, mais attendez, moi je n'ai rien à faire de votre assurance vie, je suis intéressé par vos obligations, mais je veux vos obligations, je ne veux pas attendre votre histoire d'assurance vie. Alors, pour que vous compreniez bien, il y a quand même un gros intérêt à souscrire via Quorum Life, c'est qu'en quelque part, on offre l'assurance vie de façon gratuite. Il n'y a aucun frais supplémentaire de souscrire en direct via l'assurance vie. Surtout, si vous détenez vos obligations assez longtemps, eh bien, vous aurez la déduction, l'avantage fiscal de l'assurance vie. Et ça ne vous coûte rien de plus. Et puis surtout, si vous avez un accident de la vie, le pire qui soit, ça serait un décès, vous bénéficiez d'une garantie du capital que vous n'auriez pas en direct. Donc, en gros, on propose un service gratuit qui n'a que des plus et qui n'a pas de moins, puisque vous pouvez retirer votre argent aussi rapidement sur le contrat d'assurance vie qu'en détention directe de l'obligation. La seule différence, c'est que si vous le retirez avant les 8 ans,
vous n'aurez pas l'avantage fiscal. En effet. Et donc, on va pouvoir y souscrire de plusieurs façons dans ce contrat d'assurance vie, dans ce qu'on appelle une gestion qui est dite profilée. Donc là, c'est Quorum finalement qui propose une répartition avec la partie immobilière et la partie obligataire en fonction du niveau de risque et du goût pour chacun de l'immobilier ou pour l'obligataire, ou ce qu'on appelle en gestion libre, où là, ce sont vous qui choisissez, c'est vous qui choisissez la répartition. Vous pouvez le faire évidemment avec un conseiller Quorum, aussi avec un conseiller en gestion de patrimoine qui pourront vous accompagner. Ouais, alors Baptiste, moi tout ça c'est très compliqué, mais si je t'ai bien suivi, d'un côté, là, ce qu'on appelle gestion profilée. Alors, profilée, ça me paraît. Je sens qu'on va revenir à la restauration. Voilà. Ouais, je sens qu'on va revenir à la restauration. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait différents types d'obligations et qu'on pouvait aller du gastro au restaurant de quartier ou à la brasserie. Très bon, très correct, très bon rapport qualité-prix, comme vous l'expliquez. Et donc, vous pouvez choisir au menu. Donc, c'est ce que tu appelles la gestion profilée. C'est-à-dire qu'on vous propose un menu d'obligations au sein du fonds et vous avez une composition au sein du contrat d'assurance vie. Ou alors, vous pouvez prendre à la carte, et ça vous le faites vous-même via le site internet ou via votre conseiller investissement qui va vous conseiller en disant prenez plutôt ce fonds obligataire chez Quorum ou peut-être CTCPI chez Quorum. Voilà, il y a le choix, donc le menu ou la carte. Merci pour ces précisions. Je vous propose de passer à présent à la session de questions-réponses. Et vous avez été très actifs, donc on va essayer de répondre à un maximum de questions. Nous n'aurons peut-être pas l'occasion de répondre à toutes ces questions, mais nous reviendrons vers vous évidemment, puisque nous les avons, elles sont enregistrées, nous avons vos coordonnées. Donc pour celles qui seraient restées sans réponse par manque de temps, nous reviendrons vers vous et nous vous contacterons très rapidement pour y répondre. La première, quelle est la part du haut rendement dans les fonds de Quorum ? Alors, je pense que. Alors, dans les fonds obligataires, c'est très simple, hein, c'est 100% de haut rendement, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. C'est clairement la catégorie des obligations qui nous paraît la plus intéressante. C'est la marque, c'est le savoir-faire du groupe. Hein. Nous, on ne fait pas de fonds en euros. C'est 100%. En tout cas, pour l'instant, peut-être qu'un jour, on fera du fonds en euros quand les taux d'intérêt desservis par les États seront supérieurs, mais on ne fait que de la performance. Et notre objectif, c'est d'avoir de la performance avec un niveau de risque maîtrisé. OK. Merci à tous les deux. Une question de Julien P. Et pour les obligations indexées sur l'inflation, est-ce une bonne stratégie à adopter sur 2022-2023 ? Alors, ça, c'est pas notre domaine, si je puis dire. Hein. C'est une stratégie qui peut avoir du sens. C'est vraiment une niche d'investissement, mais qui ne fait pas partie de notre gisement naturel à haut rendement. Et donc, on a cette question d'un épargnant qui a investi sur Quorum Life et qui a, comme on l'a constaté, et notamment en évoquant la performance de BCO depuis le début de l'année, une performance négative. Et il nous pose la question. Elle n'est pas 10% sur BCO. Non, elle n'est pas 10%, mais en l'occurrence, c'est le marché qui est plutôt autour de moins 10. Et après, ça dépend de la date à laquelle cet épargnant est rentré. On y a répondu, je pense, pendant ce webinaire, mais est-ce que tu peux justement revenir sur l'intérêt peut-être et avant, peut-être avant qu'Olivier, tu amènes cet éclaircissement sur l'intérêt de souscrire. Enfin, encore une fois, faut pas. Quand on est investisseur, il y a deux façons de voir les choses. Soit on regarde le compteur de vitesse en permanence, okay, et c'est vrai qu'il y a de quoi se faire peur. Soit on regarde la moyenne. Et la moyenne, je vous invite à la regarder sur une performance annuelle. Et puis ensuite, regardez votre placement sur 4 à 5 ans. Voilà. Et je pense que c'est important d'agir comme ça. On peut réfléchir court terme quand on a vraiment un besoin de liquidité, je le comprends tout à fait, mais là, mon conseil, c'est faites le livret A. Par contre, si vous souhaitez obtenir de la rentabilité globalement sur une année et puis lisser sur 4-5 ans, oui, c'est ce film-là qu'il faut regarder. Et c'est la même chose pour nos placements immobiliers, c'est exactement la même chose. Ok, donc là, je pense que Frédéric, tu réponds également à la question de Kevin V, qui dit ok sur le faible risque de non-remboursement des entreprises, c'est ce qu'on appelle le risque de défaut, mais le risque est plutôt sur le cours qui baisse, et c'est ce que tu disais, c'est quelque chose qui valait 100, vaut potentiellement 90 aujourd'hui, est-ce qu'on s'attend à ce que ça continue ? C'est justement ça l'opportunité qu'on voit dans le marché actuel, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des prix qui ont baissé, mais nous, on reste convaincus qu'on a une immense majeure partie des entreprises qui vont rester en bonne santé, qui vont être en capacité de rembourser, et en l'occurrence, à un niveau qu'on connaît à l'avance. Oui, et puis il y a autre chose. C'est que notre savoir-faire, c'est aussi savoir utiliser les baisses. Si on prend le cas de BCO, on a dit que c'était un fonds de valeur absolue. Les gérants de BCO, ils savent utiliser une baisse pour créer de la valeur. Alors, je ne vais pas rentrer.
Oui, performance absolue. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être le premier de la classe, toutes catégories confondues, et de protéger le capital. Donc, leur objectif sur cette année 2022, c'est de protéger le capital comme ils l'ont fait pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, ils sont arrivés. Alors, je ne peux pas vous garantir qu'ils vont y arriver cette année, on ne sait jamais, ça peut se passer. Mais ils ont su le faire dans le passé, ils sauront le faire à l'avenir. Mais c'est véritablement ça. On peut utiliser le marché. C'est comme dans l'immobilier, on a su utiliser le marché quand tout était à la baisse. Donc là aussi, il faut savoir, comment dirais-je, accepter une vision long terme. Et nous, notre métier, on est payé pour ça. C'est aussi d'utiliser les marchés qui sont compliqués. Il y a plus d'opportunités sur les marchés compliqués, sur les marchés dans les situations de crise, qu'en dans les situations où tout est cher et tout paraît formidable. Et donc, alors je pense qu'on l'a évoqué également, mais on a un de nos participants, donc Philippe T, qui nous dit: vous êtes convaincu que ce taux de 7% est une anomalie de marché? Mais non, alors, excuse-moi Olivier, mais c'est, en fait, c'est juste que, Patrice, il faut intégrer le fait qu'on a changé de monde. Le monde de mi-juin 2022, c'est pas le monde du 22 février 2022. On était dans un monde, je crois, Olivier, où les taux étaient proches de zéro. Donc le yield, ça allait faire 3-4%. Voilà. Dans un monde où il y a de l'inflation, les États, pour lutter contre l'inflation, sont en train de monter les taux d'intérêt, et que les entreprises qui empruntent de l'argent sous forme obligataire ont bien compris que s'ils voulaient attirer les investisseurs dans vous, il fallait qu'ils offrent plus que l'inflation. Donc le 7%, il n'a rien d'oxygène. Dans quelques semaines, dans quelques mois, ça deviendra la norme. Alors, c'était... Non, c'est très clair. C'est pas une anomalie, mais c'est vrai aussi qu'il y a parfois des exagérations un peu du marché. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, les primes de risque, on a vu, ont littéralement explosé. Il y a aussi cette forme d'opportunité qui est liée à l'exagération parfois des marchés et qui offre des points d'entrée intéressants. Ok, une autre question. Donc une question de Vincent D. Quid de la dilution des anciennes obligations avec des taux bas, celles qui étaient émises jusqu'à présent, avec les nouvelles qui seraient avec des taux plus élevés? Est-ce que les nouveaux arrivants vont être pénalisés par celles qui sont déjà détenues en portefeuille? Bah non, bien au contraire, puisque effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on investit dans une nouvelle obligation, elle rapporte en moyenne 7%. Donc on a vraiment cet effet. Avant, c'est ce qu'expliquait Frédéric, c'était difficile de garder un niveau de rendement attrayant parce qu'on était dans une phase où les taux et les primes de risque baissaient. Là, on est dans un phénomène inverse où finalement, on rentre en portefeuille des obligations qui sont de plus en plus attrayantes. Oui, et puis, parce qu'il faut aller au-delà de juste ces effets où on achète une obligation avec un taux d'intérêt et puis on attend que ça se passe. Le métier de nos gérants, c'est aussi savoir anticiper les choses. Par exemple, au moment de cette crise, du début de cette crise, ils ont su diminuer le volume des obligations qu'ils avaient en portefeuille sur BCO, rendre une grande partie du fonds liquide justement pour garder des liquidités afin de réinvestir dans de meilleures conditions. Donc ça a pénalisé momentanément la performance, puisque l'argent n'était pas placé, mais ça permet aujourd'hui de réinvestir. Donc les questions que vous posez, évidemment, nos gérants, ils ont les mêmes. Leur objectif, c'est de se présenter à vous en fin d'année en disant on a réussi à faire, malgré les circonstances, une performance positive. Donc ils ne restent pas inactifs. Et la question que vous posez, ils l'ont déjà intégrée il y a très longtemps. C'est pour ça qu'il y a des outils pour ça. On peut anticiper quand voir qu'il y a potentiellement des risques. On vend les obligations avec des conditions de marché qui restent favorables. On sait aussi utiliser des techniques financières pour profiter de la baisse. Ça fait partie aussi des outils. Et donc, ça fait partie de leur métier. Et c'est ce qui explique cette performance qui a eu lieu au cours des 12 dernières années. Ok, merci. Quelle est la durée à présent? Une question de René F. Quelle est la durée de détention minimale recommandée du fonds de BCO? Je pense qu'on est sur l'obligataire, donc 5 ans environ. Oui, c'est ça. Dans ce fonds-là, comme les autres, c'est ce qu'expliquait Frédéric, on est sur une performance qu'il faut appréhender sur la durée. Et donc, effectivement, on parle en année, en l'occurrence, effectivement, autour de 3-4 ans. Vous voyez les performances historiques qui sont historiques, mais voilà, c'est ce type de performance qu'on est capable de générer sur la durée, en dépit des fluctuations ponctuelles qu'il peut y avoir sur le marché. Ok. Pour les fonds datés, le gain est à la fin. Pour les non datés, les gains sont réinvestis et font augmenter la VL. C'est pas tout à fait vrai, je te laisse répondre. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on a la visibilité sur le point d'arrivée à la fin. Vous avez tout à fait raison. En revanche, la VL, elle s'épanouit, si je puis dire, jour après jour. Ou pas d'ailleurs. Ou pas, hein, mais elle évolue en fonction du paiement des
des intérêts et des fluctuations des prix, mais qui peuvent évoluer dans les deux sens. En revanche, on connaît le point d'arrivée. Mais encore une fois, hein, en tant qu'épargnant, vous avez plusieurs situations possibles. Soit vous voulez prendre aucun risque, le mieux c'est le livret A, le fonds en euros. Voilà, vous avez le rendement qui va avec. Alors d'ailleurs, peut-être que le livret A va rapidement augmenter si le taux d'inflation augmente, c'est sans doute le problème. Après, vous pouvez faire confiance à vos gérants. Vous êtes investisseur long terme quand vous l'êtes, quand vous êtes commerçant, artisan, vous investissez sur le long terme. Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous investissez sur le long terme dans le capital de votre entreprise. Donc vous investissez sur 4-5 ans et les gérants, que Quorum est là pour faire en sorte qu'au bout de 4-5 ans, vous ayez une performance moyenne qui correspond à l'objectif donné et qu'il y ait une préservation de vos capital et même potentiellement un gain. Okay. Ou alors, vous êtes dans la catégorie, et nous on est plutôt dans cette perspective-là, ou alors vous êtes dans la catégorie des épargnants hyperactifs qui regardent le compteur tous les jours et vous jouez vous-même, en plus des gérants dont le métier est d'optimiser les situations de marché, d'optimiser le rendement, d'optimiser les prix auxquels on achète, auxquels on vend avec des techniques différentes de gestion. Et vous faites ce vous-même, en plus de ce que font les gérants, en achetant et vendant les parts du fonds obligataire. C'est pas notre vision de voir les choses. Là, vous êtes sur la photo en permanence. Alors, à vous de prendre vos risques. Hein. C'est ce que tu disais. Si vous voulez vendre sur un fonds daté avant la fin de maturation du fonds et donc du remboursement de capital, vous le pouvez. Mais à ce moment-là, nous, on n'a plus de visibilité à vous donner sur le rendement de ce fonds daté sur la longue durée. Et vous prenez votre risque ou vous prenez votre gain. Mais ce n'est plus notre responsabilité. OK. Merci. D'autres questions? Quel est le coût de la gestion profilée? En fait, il n'y a pas de coût parce que cette gestion, c'est une allocation avec les différents produits Quorum. C'est la répartition entre les 3 SCPI qui sont disponibles et les fonds obligataires. Et on vous propose, en fonction de votre goût pour l'immobilier ou l'obligataire. Il n'y a pas d'autre coût. Il n'y a pas d'autre des fonds comme si vous souscriviez. Exactement. Il n'y a pas d'autre. On ne vous fait pas payer non, cette répartition. Cette répartition. En effet. Vous pouvez vous préciser si le fonds daté est ouvert à la souscription et si oui, sous quel nom? On ne va pas tout vous dire aujourd'hui. Merci. Il le sera bientôt. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti. Donc merci à vous. Vous êtes restés très nombreux connectés pendant tout ce webinaire. Et je vous remercie au nom de toutes les équipes Quorum. Merci à Frédéric, merci Olivier. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.